Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DA Fresh. Alors, on fait le brin d'histoire. Oui, on fait un petit brin d'histoire. On va se plonger dans une partie de l'histoire un peu sombre de la Russie. On va repartir 144 ans en arrière, puisque nous sommes le 13 mars aujourd'hui. Nous allons donc repartir le 13 mars 1881 pour parler de l'assassinat du tsar Alexandre II. Alors, il faut comprendre que la Russie est un ancien empire. Hein. C'était un régime monarchiste. La différence, c'est qu'il n'y avait donc pas de constitution. Vous savez, dans la plupart des régimes monarchiques, en dehors de l'Angleterre qui, à partir du XVe siècle, va instaurer une forme de monarchie constitutionnelle, mais cette monarchie constitutionnelle-là, en fait, ce n'était pas une loi fondamentale écrite au sens où on le comprend, par exemple, pour les États-Unis ou encore pour notre pays. C'était juste une succession de jurisprudence constitutionnelle. Mais, à la différence de la Russie impériale, la constitution était incarnée par la personne même du tsar. Le tsar était à la fois l'incarnation de la Russie en elle-même. Donc, sa parole, ses décisions avait directement force de loi. Et donc, le tsar était donc cette personnalité centrale dans la vie à la fois politique, dans la vie publique, dans la vie même religieuse de la Russie. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, la Russie est une puissance, certes, parce qu'à partir du XIVe, XVe siècle, lorsque à la suite de d'abord la Russie, c'était un empire qui a été conçu par Alexandre le Grand, puis après il y a Catherine II qui l'a fait croître, qui en a fait un véritable empire, mais durant plusieurs décennies, durant une longue période de son histoire, la Russie va manquer un coche, notamment le coche de la révolution industrielle. Elle va donc manquer la possibilité de se moderniser, et donc durant longtemps, elle va avoir un fonctionnement qui était anachronique en quelque sorte. Donc la plupart du pouvoir économique venait des campagnes où il y avait encore énormément d'ouvriers agricoles qui travaillaient dans des fermes. Ces fermes-là, pour la plupart, appartenaient soit à l'État, soit à l'aristocratie locale, et donc une très très grande partie de la population était très pauvre, vivait dans les campagnes et subissait aussi un certain nombre d'injustices. Donc elle subissait grandement l'injustice sociale, l'injustice fiscale, et donc à partir de là, il va commencer aussi à naître à l'intérieur de ce pays, de ce vaste pays, un certain nombre de contestataires. Et ces contestataires-là va commencer, ces contestations vont commencer du fait qu'on va appeler à un véritable appel à une transformation de la société russe. Et puis, il faut bien se rappeler que à l'époque, pour ce qui concerne le tsar Alexandre II, il est d'abord arrivé au trône le 2 mars 1855, il avait 37 ans. Et lui qui a très vite, du fait de sa position aisée, sociale, il a quand même pu voyager, il a pu se rendre compte, comme une fois, notamment dans d'autres pays, ces pays-là étaient en avance sur le point de la modernité, la technologie, sur le point de l'éducation, sur le point des avancées sociales. Et donc, lorsqu'il arrive, donc, je disais, sur le trône de 2 mars 1855, il est donc véritablement conscient du retard que son pays a par rapport aux autres grands empires de l'époque, que ce soit l'empire austro-hongrois, l'empire britannique ou encore l'empire colonial français. Et donc, il décide donc d'engager des réformes vraiment courageuses. Mais il a complètement aussi oublié ou sous-estimé, je dirais, le fait que, à cause de toutes ces inégalités, un certain nombre de mouvements contestataires qu'on pourrait aujourd'hui qualifier carrément même de mouvements terroristes ont pris un peu l'ascendant dans le pays et donc veulent à tout prix faire renverser la monarchie. Et donc, comme je le disais tantôt, le tsar étant la personnalité centrale de l'empire, donc renverser la monarchie, ça veut donc dire mettre un terme au tsarisme, et donc ça veut donc dire éliminer la personne physique du tsar. Et donc,
c'est comme ça qu'il va commencer très vite à être la cible d'attentats. Il faut savoir que dès l'instant où il prend ses fonctions, le 2 mars 1855, quelques semaines après seulement sa prise de fonction, le 4 avril, enfin près un an à peine, le 4 avril 1856, il va commencer à échapper à un attentat. Un étudiant qui s'appelait Dimitri Karakosov va lui tirer dessus, mais fort heureusement pour le tsar, il va échapper de peu à cet attentat. Et cet attentat est le premier contre le tsar. Jamais, depuis que la Russie impériale avait existé, on avait perpétré un attentat contre la personne même du tsar. Et donc ce premier attentat, bien qu'ayant échoué, va aussi quand même susciter un véritable émoi dans le pays. Mais cet émoi-là ne va pas arrêter cette espèce ne va pas arrêter cet élan macabre-là, dans la mesure où il va y avoir une autre récidive. Le 1er juin, un an plus tard, le 1er juin 1867, lors d'une visite du tsar Alexandre II à Paris, il va encore échapper à un attentat. Et donc cette troisième tentative va là vraiment lui porter atteinte d'un point de vue psychologique. Et donc à partir de là, il va sombrer dans une espèce d'enfermement et il va commencer non plus à s'intéresser aux réformes qu'il voulait véritablement instituer dans son pays pour le transformer, mais il va commencer à se lancer dans de véritables aventures militaires, notamment lançant des conquêtes dans le Caucase, dans les Balkans ou encore en Sibérie. Et malheureusement, pour lui, il pensait que le fait de lancer ces conquêtes-là, en général, qu'est-ce que faisaient les dirigeants à l'époque de ces empires-là? Eh bien, lorsqu'on sentait monter une espèce de contestation intérieure, eh bien, on se créait soit un danger extérieur, on disait qu'on avait un ennemi qui voulait faire tomber le pays, soit on se lançait des conquêtes à l'extérieur en disant qu'il y avait des territoires qu'il fallait conquérir, et dans ces territoires-là, il fallait y apporter la civilisation, il fallait y apporter la connaissance qu'ils avaient. Donc, ces deux types de procédés avaient pour but de faire taire ces contestations intérieures et surtout galvaniser autour de dirigeants une forme d'unité nationale, une forme de consensus national qui aurait donc pour but donc de permettre de détourner en fait l'attention du peuple des problèmes intérieurs qui les préoccupent vers ces aventures-là, soit dans le cadre d'une conquête ou soit en focalisant, en cristallisant toute cette colère-là vers un ennemi extérieur qui est désigné comme étant celui qui voudrait la destruction de leur propre pays. Malheureusement, ces tentatives-là, pour ce qui concerne Alexandre II, ne vont pas monter, notamment dans le milieu universitaire où notamment les étudiants qui sont pris d'un mouvement idéologique qu'on appelle l'anarchisme, qui vise à renverser les institutions qui sont présentes. Et parmi eux, justement, la fièvre, notamment chez les étudiants anarchistes, elle ne baisse pas. Eux, ils veulent en découdre avec le tsar Alexandre II. Et donc, parmi ces étudiants anarchistes, il y a un qui s'appelle Serge Natchaev, qui est un fils de paysan, qui est justement l'un des disciples d'un des grands partisans de l'anarchisme à l'époque en Russie, qui s'appelle Michel Bakounine. Bakounine. Voilà. Et Michel Bakounine, qui lui aussi avait comme compère un célèbre anarchiste français qui s'appelle Pierre Boudron. Et donc, eux, ils prônent, notamment parmi ces étudiants anarchistes, ils prônent ce qu'on appelle un catéchisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on anéantit toutes les institutions, à la fois les institutions religieuses et politiques, en renversant d'abord, si tu veux, l'approche que l'on a du rôle du tsar dans la société même. Il faut savoir que ces sociétés, la société russe, tsariste, était très chrétienne. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir des rois, des monarques, c'est un pouvoir qui est divin. Et donc, pour désacraliser le roi, il faut casser ce lien avec le divin-là. C'est la raison pour laquelle Pierre Boudron avait écrit justement un livre qui s'appelle le catéchisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il fallait déjà casser ce lien-là entre Dieu et le monarque pour pouvoir renverser le régime et mettre en place de nouvelles institutions. Et donc, à partir de là, malheureusement pour Alexandre II, donc ces étudiants anarchistes-là vont, eux, au contraire,
continuer à vouloir en découdre avec le tsar. Ils vont d'abord tenter de convaincre notamment les paysans qui vivaient dans les campagnes de se lever et de faire une espèce de marche révolutionnaire vers Moscou pour demander justement l'abdication du tsar. Malheureusement, cette tentative va finir en mascarade. Cette tentative qu'ils avaient appelée la marche vers le peuple avait malheureusement n'avait pas marché du tout, et donc ils vont rapidement abandonner cette idée. Mais ça ne voudrait pas dire pour autant qu'ils vont abandonner leur volonté d'en découdre avec le tsar. Et donc, à partir de cet échec-là, ils vont se lancer dans d'autres tentatives, notamment en janvier 1878, une jeune femme qui s'appelait Vera Zasulich, elle va commettre un attentat, elle va tirer sur le général Trepov. Alors, qui était le général Trepov? À l'époque du tsar Alexandre II, c'était le chef de la police. Et c'était quelqu'un qui était connu notamment pour sa brutalité. Et lors du procès de cette jeune Vera Zasulich, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que durant le procès de celle qui était censée être l'auteur de la tentative d'assassinat du général Trepov va se transformer en procès même du général Trepov. Donc, on va mettre en avant sa brutalité et justifier en quelque sorte l'acte de la jeune Vera Zasulich. Et cette transformation inattendue du procès va se transformer même par un acquittement de la jeune Vera Zasulich. Et ça va avoir un effet amplificateur chez ceux qui voulaient particulièrement découdre avec le régime, parce que ça va être pour eux la preuve que le peuple veut en terminer avec ce régime-là, puisque celle qui avait tenté de tuer l'un des piliers même du régime avait été acquittée. Et donc, comme la colère montait de plus en plus envers le tsar, envers ce régime, et donc ce procès-là, le fait que la jeune Vera Zasulich va obtenir un acquittement, va être utilisé par les opposants, notamment au régime du tsar, comme étant une justification pour continuer leur action. Et donc, à partir de là, on va voir se perpétrer plusieurs autres tentatives, notamment le 2 avril 1879, aux abords du palais du tsar. Il va encore y avoir plusieurs coups de feu. Il va fort heureusement y échapper. Cette fois, cet attentat du 2 avril 1879 était perpétré par une nouvelle organisation secrète qui s'appelait Narodnaya Volia, qu'on peut traduire en la volonté du peuple. Et cette organisation secrète va avoir la particularité de se donner comme seul but de tenter d'assassiner le tsar en personne. Et c'est ce qu'elle va s'acquitter et c'est ce qu'elle va s'atteler à faire. Durant des semaines, durant des mois, elle va cesser de traquer le tsar partout où il se déplace. Notamment, il faut savoir que il va échapper encore une fois à un attentat à l'intérieur même de son palais qui va faire 11 victimes parmi les membres de sa garde personnelle. Et donc, face à cette situation, le tsar va donc décider par le biais d'un décret qu'il va signer le 12 février 1880 de confier plus de pouvoir, de politique, notamment au comte Loris Melikov. Le comte Loris Melikov, c'était une personnalité qui était très connue des Russes parce qu'il était considéré comme le héros de la guerre contre la Turquie. Et donc, lui, on va lui donner des pouvoirs exceptionnels pour lutter contre cette espèce de guérilla-là qui a pour but de vouloir assassiner l'empereur Nicolas II. Et la deuxième mission qui était confiée au comte Loris Melikov, c'était à la fois de lutter contre ces groupes armés-là et aussi de poursuivre la réforme des institutions. Malheureusement, pour le comte Loris Melikov, lui aussi va devenir la cible de ces groupes armés-là, puisque le 20 février 1880, à peine 8 jours après sa prise de fonction, il va échapper également, lui, à un attentat. Et donc, cette situation-là, malheureusement, ne va faire que se perpétrer. D'un point de vue personnel, il y a un événement aussi qui va un peu accélérer, à mon sens,
le cours de l'histoire, puisqu'il faut se rappeler que le 18 juillet 1880, le tsar Nicolas II va épouser en secret sa jeune maîtresse. Et comme cette dernière était une roturière, il fallait rendre ce mariage-là officiel afin que cette dernière puisse devenir impératrice. Et pour parvenir à obtenir, si tu veux, cette régularisation, si tu veux, de la situation de l'impératrice, il faudrait donc réformer en quelque sorte les règles en matière d'accession au trône pour la tsarine. Et donc, pour cela, il espère que comme aussi cette jeune femme est une roturière, c'est une femme issue des classes populaires, que peut-être en faisant l'impératrice, eh ben, cela pourrait susciter une forme d'indulgence du peuple. Et que derrière, s'il y ajoute encore un peu plus de réformes libérales, qu'il permet un peu plus à la jeunesse d'aspirer un peu plus de liberté, cela va essayer de calmer le peuple et cela pourrait même permettre de sauver en quelque sorte la monarchie, parce qu'il pourrait mettre en place ce que lui, à l'image de ce qu'il voit en Angleterre, mettre en place une espèce de monarchie constitutionnelle. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché puisque le mal est plus profond dans la société russe et comme je le disais, l'organisation Narodnaya Volia qui veut absolument en découdre n'attend absolument pas s'arrêter là. Et donc, parmi les membres de cette organisation, il y a notamment des jeunes bourgeois, des jeunes issus quand même de la bourgeoisie locale, qui sont, eux, véritablement obsédés par la haine de l'autocratie, par la haine de cette bourgeoisie-là. Et ça, c'était assez fréquent à l'époque. Et donc, dans cette organisation-là, il y avait une jeune femme qui s'appelle Sophie Perovski, qui n'était autre que la fille d'un ancien gouverneur militaire de Saint-Pétersbourg. Elle va avoir une haine particulière pour le tsar Nicolas II parce que son jeune amant de l'époque, qui s'appelait Djebialov, qui était aussi dans son organisation, aura été arrêté par la police du tsar et assassiné. Et donc l'assassinat de son amant ne va faire que décupler cette haine envers le tsar et elle va tout mettre en œuvre pour essayer de l'assassiner coûte que coûte. Et elle va parvenir à ses fins en ce triste jour du 13 mars 1881. Il faut savoir que ce jour-là, le tsar avait l'intention d'assister à une cérémonie de relève de la garde dominicale du palais. C'était aussi l'occasion pour lui pour essayer de renouer le contact en essayant de s'approcher de renouer le contact avec la foule, puisque cette relève de la garde se fait en présence d'un nombre important de badauds qui viennent regarder la manifestation. Et parmi eux, il y avait donc 4 membres de l'organisation Narodnaya Volia, dont la jeune Sophie Perovski. Et donc ces 4 portaient chacun une bombe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque la cérémonie va commencer, un premier membre va jeter une première bombe. Cette première bombe miraculeusement, le tsar va échapper à celle-ci, mais au lieu de se retirer sous la protection de la garde, le tsar, pour des raisons qu'on ne comprend pas véritablement, va décider de rester sur place, mais au contraire de se rapprocher du public. Il espérait peut-être qu'en leur parlant, il devait essayer de convaincre en fait le public et obliger les auteurs de cet attentat de renoncer, si tu veux, à leur acte. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer, puisque un deuxième membre, comme je disais, il y en avait 4 qui avaient chacun une bombe. Un deuxième va prendre une deuxième bombe et va l'envoyer, et celle-ci va exploser à proximité du tsar Alexandre II, et c'est cette bombe-là qui lui sera fatale, puisqu'il sera grièvement blessé et décédera quelques heures plus tard de la suite de ces blessures-là. Et à l'emplacement même où le tsar Alexandre II avait été assassiné, on a érigé une église là, c'est cette église qu'on appelle la cathédrale Saint-Sauveur sous le sang versé, qui sera construite à partir de 1883, et c'est une cathédrale que l'on peut regarder, que l'on peut visiter aujourd'hui lorsque l'on se rend à Moscou. Et donc cette tragédie-là, malheureusement, pour Alexandre II, en étant le premier tsar à être assassiné, ne sera malheureusement pas le dernier, puisqu'en 1918, le dernier tsar même de Nicolas II va être lui aussi assassiné dans la nuit
17 au 18 juillet 1919 par des bolcheviks qui, évidemment, avaient, comme les membres de l'organisation Narodnaya Volia, voulaient absolument en découdre avec le tsarisme et mettre un terme à ce qu'ils considéraient comme étant une infamie, une forme d'injustice. Et donc, on le voit bien là que, malheureusement, Alexandre II va ouvrir une voie funeste dans le sens où il va essayer de réformer le pays, mais le pays était malheureusement à une période, il y avait tellement de divisions à l'intérieur que ces réformes-là vont se heurter à une volonté farouche d'une partie de la population à vouloir en découdre, et c'est ce qui va arriver malheureusement pour lui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le brin d'histoire dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.